Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez. Au nom du collectif interassociatif, nous sommes ravis de vous accueillir à cette journée scientifique. Le thème du jour, VIH, hépatite, inégalité au temps de la Covid. Un thème très d'actualité en ce temps de crise sanitaire. Mais rappelons-nous, il y a seulement quelques décennies, la pandémie liée au VIH a agi comme un révélateur des discriminations et des inégalités d'accès aux droits et à la santé. La Covid ne fait pas exception, elle touche les plus vulnérables d'entre nous. Par des tables rondes, nous tenterons de comprendre, grâce au regard croisé d'associatifs, de chercheurs et de médecins, l'impact de la Covid et peut-être en tirer des leçons, des perspectives d'avenir. Nous tenons à remercier vivement l'ensemble des intervenants qui ont répondu présents à nos sollicitations. Et un grand merci aux participants et aux modérateurs de cette journée, ainsi qu'à l'Agence nationale de recherche sur le sida, les hépatites et les maladies infectieuses émergentes pour le renouvellement de leur soutien. Avant de laisser la parole à mon collègue, je vais vous le présenter. Cédric Daniel a travaillé pendant une quinzaine d'années dans la communication. Il a rejoint l'association Action Traitement depuis 2018, au poste de chargé de mission, communication et plaidoyer. Et depuis 2020, il représente Action Traitement au sein de notre collectif TRT5-CHV. Voilà, il est temps de démarrer, alors je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup, Carole, pour l'introduction. Et du coup, c'est à moi qu'incombe la tâche de lancer la toute première table ronde. Donc, table ronde pendant laquelle on va avoir 5 intervenants différents qui vont revenir avec nous sur donc, les conséquences de la crise sanitaire Covid-19 en 2020. Dans un premier temps, les conséquences au niveau des associations. Et donc, on a 3 associations différentes qui sont représentées aujourd'hui et qui vous présenteront un petit peu quelles ont été les conséquences de cette crise sanitaire à la fois sur leurs activités et sur les publics avec lesquels ces associations travaillent. Et ensuite, on verra quelles ont été donc toujours les conséquences de la Covid sur l'utilisation des ARV, aussi bien en traitement qu'en PrEP, et puis sur la recherche. La façon dont ça va se passer, c'est que donc, dans un premier temps, on va passer les 5 présentations les unes après les autres. Elles durent environ 10 minutes. Et à la fin de ces présentations, on aura un temps de 20-25 minutes pour le temps de questions-réponses. Et pour poser les questions, donc vous avez un onglet en bas à droite de votre écran normalement, sur lequel il est inscrit Q et R, donc pour questions et réponses. Et c'est là-dessus qu'il faudra cliquer pour écrire vos questions et qu'on puisse ensuite les passer aux différents intervenants. Du coup, on va pouvoir commencer et on va commencer donc avec le point de vue des associations, avec une première association qui s'appelle Griselidis. Et donc, je vais vous présenter son intervenant. Donc, on accueille Julie Sarrazin, qui est co-directrice de l'association Griselidis, qui est donc une association de santé communautaire basée à Toulouse et qui se bat depuis plus de 20 ans auprès des travailleurs et travailleuses du sexe sur la prévention du VIH et des IST, sur l'accès aux soins et aux droits, mais également contre les violences et les discriminations. L'équipe de l'association, l'équipe de terrain, est composée à parité de travailleuses du sexe et de professionnels sanitaires et sociaux pour garantir évidemment la meilleure efficacité des actions au plus près des besoins. Donc Julie, je vous passe la parole et je vous laisse donc intervenir. Bonjour, merci. Voilà, bon, mais du coup, moi, je vais intervenir pour parler des travailleurs et travailleuses du sexe oubliés de la crise sanitaire, c'est comme ça que j'ai intitulé mon intervention. Il faut savoir que déjà avant la crise sanitaire de la Covid, les travailleurs et travailleuses du sexe sont déjà un public qui sont extrêmement stigmatisés, exclus socialement, bien sûr, du fait de leur activité, parce que le travail du sexe est réprimé. Les clients sont pénalisés aujourd'hui. Il y a des arrêtés anti-prostitution qui interdisent la prostitution dans la majorité des grandes villes de France. Beaucoup de travailleuses du sexe sont des migrantes sans papiers, donc aussi réprimées à ce titre. Et puis, on accueille aussi beaucoup de minorités sexuelles, d'hommes gays, HSH, de personnes trans qui vivent beaucoup de ruptures familiales et d'exclusion sociale en général. On accueille aussi des personnes vivant avec le VIH et vivant avec d'autres maladies chroniques. Donc, les travailleurs et travailleuses du sexe sont très exposés au VIH
et aussi à la Covid, on va le voir, en tout cas, la crise sanitaire a vraiment fait régresser leur situation sanitaire et sociale, j'ai envie de dire. Donc, les confinements sont intervenus dans ce contexte. Les travailleuses du sexe se sont retrouvées dans l'impossibilité subite de travailler. Et comme beaucoup de personnes qui sont dans l'économie informelle, elles se sont retrouvées d'un jour à l'autre sans aucun revenu. Donc, en fait, il faut savoir que c'est des personnes qui vivent beaucoup au jour le jour avec leur revenu quotidien, et notamment qui payent souvent leur logement, leur chambre d'hôtel ou leur sous-location au quotidien avec l'argent de leur travail. Donc là, les personnes se sont retrouvées en panique totale, j'ai envie de dire. Et donc, elles nous ont beaucoup contactées, téléphoné, elles étaient perdues et elles avaient vraiment des gros problèmes financiers. Beaucoup ont accumulé des dettes pour garder leur logement et certaines ont perdu leur logement. On continue aujourd'hui à suivre des personnes qui sont à la rue suite au premier confinement. Autre conséquence des confinements, ça a été bien sûr l'isolement, ça on l'a dit, hein, y compris pour la population générale, j'ai envie de dire, de se retrouver seul chez soi, etc. Donc des conséquences par rapport à ça. On a aussi été contacté par des personnes qui étaient bloquées dans des régions qui ne sont pas les leurs. Je pense notamment aux travailleuses du sexe en Tours. Il faut savoir qu'il y a des personnes, je pense notamment à des femmes latino-américaines qui ont des papiers en Espagne et qui viennent travailler en France de ville en ville, une semaine dans cette ville, une semaine dans une autre ville, et qui travaillent comme ça en mettant des annonces sur Internet. Ces personnes-là, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans une ville moyenne du fin fond de la France, perdues, isolées, sans savoir quoi faire. Et on a notamment été contactés par des personnes vivant avec le VIH qui se sont retrouvées de ce fait en rupture de traitement. Et donc, ça fait partie des suivis complexes qu'on a dû mettre en place pendant les confinements. J'ai parlé de difficultés financières pour le logement, mais bien évidemment, les personnes ont eu aussi beaucoup de mal à se nourrir pendant cette période, les personnes les plus précaires. Donc, il y a des personnes qui sont... Alors, à la fois, il y a des personnes qui sont retrouvées dans l'impossibilité de travailler, et aussi, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui ne travaillaient plus depuis longtemps, qui avaient arrêté le travail sexuel, qui étaient devenues autonomes, ou en tout cas qui avaient pris une autre activité, qui se sont remis à travailler dans le travail du sexe, parce qu'elles étaient trop dans la misère, trop en galère, et que c'était devenu une nécessité. Elles étaient devenues aussi un peu autonomes au niveau de leur démarche administrative, et elles sont revenues nous voir parce que leur situation sociale s'était trop complexifiée. Concernant la santé, ce qu'on s'est rendu compte au niveau des impacts de la crise sanitaire, c'est beaucoup de retard de dépistage. Et ça, les conséquences sont encore présentes aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui ne se sont pas fait dépister pendant cette période. Beaucoup de personnes qui n'ont pas eu recours aux soins, des retards de recours au traitement aussi. Et puis, on a vraiment vu les personnes qui avaient déjà des problèmes de fragilité de leur santé mentale. Là, on a vraiment vu des personnes dans des situations dramatiques avec des problèmes de santé mentale qui se sont beaucoup accentués. Et on a même eu des personnes en risque suicidaire qui nous ont beaucoup contactés pendant la crise sanitaire. Par ailleurs, toutes les personnes ont vu leur démarche administrative et sociale prendre du retard, être stoppées parce que les institutions ont fermé, les lieux de droit commun ont fermé, les procédures de régularisation ont été entravées, donc tout ça, ça a vraiment complexifié les choses qui déjà étaient pas simples. Et donc, on voit que la crise sanitaire, en fait, elle va avoir des effets sur le long terme. On voit aujourd'hui que les personnes ont une situation sociale et sanitaire globalement dégradée et qu'aujourd'hui, ça nous demande un surtravail énorme, d'autant que les services de droit commun n'ont pas repris leur activité normale. On a des assistantes sociales de secteur qui continuent à proposer des téléconsultations à des travailleuses du sexe migrantes avec qui ça ne fonctionne absolument pas. On a le CEGID qui n'a pas repris les consultations sans rendez-vous, qui ne fait que du sur-rendez-vous. Donc, il y a toujours un problème par rapport au recours au dépistage. Donc voilà, ça c'est grosso modo les conséquences qu'on observe sur les travailleuses du sexe et travailleurs du sexe. Nous, après, ça a eu des grosses conséquences fortes sur notre travail et donc déjà sur le contenu de notre travail, mais aussi sur nos conditions de travail.
Donc, l'association a essayé de s'adapter au plus vite et on a complètement transformé notre travail qui n'est plus du tout le même depuis 1 an. Donc, ce qu'on a mis en place dans l'urgence déjà lors du premier confinement, c'est des permanences d'urgence Covid pour distribuer de l'argent et de la nourriture aux gens parce que c'était la première demande. Notre association de prévention et de lutte contre le sida est vraiment devenue une association voilà, d'urgence sociale et de distribution de chèques services. Chaque semaine, on distribuait 35 € aux personnes. Il y avait, au bout de 3 semaines, je crois 3e semaine du confinement, dans la rue, il y avait 300 personnes qui faisaient la queue pour attendre leurs 35 €. Donc, c'était extrêmement dur, mais en même temps extrêmement nécessaire. L'équipe de médiation, pareil, qui était une équipe de médiation sur la santé, le VIH, les droits des travailleurs du sexe, est devenue une équipe de médiation Covid. Les 4 médiateurs médiatrices étaient en permanence au téléphone avec les gens pour leur expliquer qu'est-ce que c'est le Covid, pour leur expliquer les règles, la réglementation, pour leur expliquer est-ce qu'elles pouvaient sortir, pas sortir. Donc voilà, ça a été une grosse partie du travail. Et puis aussi, c'est bien sûr l'équipe dans son ensemble a fait beaucoup de soutien moral aux travailleurs et travailleuses du sexe. Et notamment, dès la reprise, dès la fin du premier confinement, l'ensemble de l'équipe a fait une formation sur la prévention du suicide parce que ça a été vraiment quelque chose de fort, un fort soutien moral à apporter aux travailleurs et travailleuses du sexe isolés un peu partout en France, avec des gros entretiens téléphoniques, et donc les collègues avaient besoin d'un soutien à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a fait de spécifique? On a aussi envoyé beaucoup d'autotests VIH aux travailleurs et travailleuses du sexe partout en France, pareil pour pallier à la fermeture des Cégide notamment. Voilà, et donc je le disais, rupture de traitement d'une personne à l'autre bout de la France, enfin, on a eu comme ça des suivis particuliers. Je voulais terminer sur les conséquences sur nos conditions de travail parce qu'après ça, après 1 an, on fait un peu le bilan. Et l'ensemble des collègues témoignent d'une pénibilité au travail et d'une souffrance au travail après cette période. Le fait d'avoir dû beaucoup s'adapter, le fait d'avoir dû complètement réorienter nos priorités, le fait d'être devenu une asso de distribution de bons et d'argent. On a distribué 100 000 €, je crois, l'année dernière, alors qu'en général, on distribue 10 000 €. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, cette distribution d'argent est devenue le cœur de notre travail pendant une bonne année. Le rapport financier avec les usagers et usagères était difficile et c'est bien évidemment pas ce qu'on souhaite. On est rentré plus qu'auparavant dans une relation d'aide de personnes voilà, extrêmement précaires. On est passé de 200 à 300 suivis. Certains collègues parlent un peu d'une perte de sens dans leur travail. Donc, on essaie aujourd'hui de se recentrer sur nos actions de prévention et de médiation, de se recentrer sur nos actions d'empowerment, de reprendre les activités collectives. Voilà, juste pour finir, quelques points positifs. La crise sanitaire, ça nous a montré une très grande solidarité quand même avec des habitants et des voisins qui sont venus aider les travailleuses du sexe. Une écoute médiatique sur les conditions très spécifiques de vie des travailleurs et travailleuses du sexe. Et pour terminer, aussi, malgré le fait qu'on soit débordé de travail, on constate qu'on s'est rapproché des communautés de travailleurs et travailleuses du sexe qui ont vraiment apprécié le fait qu'on se soit adapté, qu'on ait été là au quotidien. Franchement, si vous n'aviez pas là, on allait crever, certaines nous ont dit. Voilà, c'est aussi ce qu'a créé la crise sanitaire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Parole à Sandrine Fournier. Sandrine qui dirige le pôle financement, recherche et association de SIDAction. Pôle qui a maintenu un contact étroit avec les associations financées tout au long de la crise sanitaire, notamment avec la passation d'un bref questionnaire qui a été renseigné en 2020 et 2021. La présentation de Sandrine Fournier s'appuie principalement sur les données collectées dans ce contexte et complétées par quelques entretiens réalisés plus récemment. Donc Sandrine, je te passe la parole. Merci. Merci Cédric, merci de votre invitation. Alors moi, je vous parlerai ce matin de l'impact de la Covid sur les personnes les plus défavorisées, soutenues par nos partenaires associatifs. Elles cumulaient avant la crise différents facteurs de vulnérabilité, précarité socio-économique, sans-papiers, sans ressources, isolement, comorbidité, pour un grand nombre d'entre elles. Pour toutes ces personnes, les associations observent les mêmes impacts. Cette présentation, évidemment, fera écho à celle de Julie Sarrazin.
Précarité aggravée, bon, concrètement, il s'agit de besoins primaires non satisfaits, accès à la nourriture, accès à l'hébergement, accès à l'hygiène, évidemment avec parfois des impacts sur l'observance. Un isolement accru, et je pense en particulier aux personnes qui trouvaient auparavant une sociabilité au travers des activités collectives, associatives, qui se sont retrouvées particulièrement isolées, évidemment au moment du premier confinement. Aussi beaucoup de remontées sur la dégradation de la santé psychique, avec pour certains une recrudescence des addictions, des épisodes de décompensation psychique, des dépressions assez nombreuses ayant un impact sur l'observance, mais aussi plus simplement l'impact de l'inversion des rythmes veille-sommeil, ou la sédentarité et la baisse de l'activité physique, autant de facteurs évidemment qui ne sont pas favorables à une bonne santé psychique. Les peurs sont plurielles, j'y reviendrai, mais d'abord la peur du virus, puisque dans un premier temps, de nombreuses personnes vivant avec le VIH pensaient évidemment être davantage à risque que la population générale. Ce matin, je choisis de faire un focus sur deux populations plus particulièrement affectées par la situation sanitaire. D'une part, les personnes détenues et d'autre part, les personnes étrangères sans titre de séjour. Je vous parlerai aussi brièvement évidemment des réponses apportées par les associations. Je regarde. Diapositive suivante. Merci. Alors, vous le savez, les prisons ont été rapidement fermées aux personnes extérieures, ce qui signifie concrètement plus de parloirs, par ailleurs plus d'activités collectives à l'intérieur non plus de contact avec les avocats ou les proches, parallèlement à une promiscuité en cellule, alors 4 à 6 personnes en cellule, sans aucun moyen de protection, puisque comme vous le savez, l'accès à ces outils, gel, masque, etc., a été extrêmement tardif. J'ai en tête ce documentaire sur France Culture, entendu au moment du premier confinement, où un détenu résumait la situation en disant « on va tous crever et tout le monde s'en fout ». Ça se passe de commentaires. On a aussi été frappé par, au fond, une gestion très différenciée de la crise suivant les établissements. Par exemple, dans certains établissements, les directeurs ont pris l'initiative d'interdire formellement aux surveillants le port du masque, puisque les masques n'étaient pas utiles. En revanche, les personnels, évidemment, des unités sanitaires, eux, portaient tous des masques. Et puis, du jour au lendemain, tous les surveillants ont porté un masque. Mais en revanche, seuls les détenus qui travaillaient en recevaient, puisque les masques n'ont été distribués à tous qu'au mois d'octobre. Vous imaginez la très très grande angoisse, les questions multiples qu'ont pu exprimer les détenus, heureusement sur les lignes notamment de l'Observatoire international des prisons, qui a eu la bonne idée à ce moment-là d'élargir largement ces permanences d'écoute avec une explosion des appels. Vous le savez aussi, 8000 personnes ont été libérées pour désengorger les prisons, une demande faite par les associations depuis de nombreuses années. Enfin, c'était possible. Bien sûr, on peut s'en féliciter, mais on peut aussi déplorer l'absence d'accompagnement de ces personnes. Certaines d'entre elles se sont trouvées sans abri et toutes, évidemment, sans revenus. Je crois que des aides étaient prévues, mais aucune information n'a été communiquée en ce sens, donc aucune aide attribuée. Alors aujourd'hui, pour les personnes incarcérées, retour à la surpopulation et retard à la vaccination. Alors avec une population jeune qui préfère attendre, mais qui surtout exprime en fait une défiance très très forte vis-à-vis des autorités, et on ne s'en étonnera pas. Aujourd'hui, les parloirs sont à nouveau ouverts, mais avec des séparations en plexiglas, un dispositif, semble-t-il, assez mal vécu par les détenus, dont certains préfèrent en fait ne pas recevoir de visite dans ces conditions. Diapo suivante. Je vous parlerai à présent rapidement des personnes migrantes sans titre de séjour, là aussi avec de nombreux échos avec ce qu'a dit auparavant Julie. Vous le savez, avant la crise, on observait déjà de très grandes difficultés et de plus en plus de difficultés pour accéder aux droits, y compris au droit au séjour pour soins.
Alors, dans la situation du premier confinement et ensuite, et pendant assez longtemps, avec la fermeture de nombreux guichets, des préfectures totalement inaccessibles, des services sociaux en télétravail après un certain temps, mais avec des délais plus longs de traitement des demandes, ou d'actualisation des dossiers d'ailleurs qui ont donné lieu à des ruptures de droit, mais aussi avec la numérisation des services publics, qui était antérieure à la crise, qui s'est évidemment accélérée, on observe très nettement des difficultés de maîtrise, évidemment, et d'accès aux outils numériques pour les publics les plus précaires. Je pense en particulier aux personnes âgées ou primo-arrivantes non francophones. Et pourtant, dans ce contexte, je pense en particulier au premier confinement, puis au second, les contrôles des attestations ont parfois donné lieu à des contrôles des titres de séjour et, dans certains cas, à la remise d'obligation de quitter le territoire français. Autrement dit, à la peur du virus s'est ajoutée la peur des contrôles, avec évidemment un impact sur l'accès aux soins pour les personnes qui ne sortaient plus du tout, y compris pour se nourrir. En matière de difficultés d'accès aux soins, on rencontre, alors pas évidemment de problématiques en métropole d'accès au traitement. En revanche, sur certains territoires des départements d'outre-mer, en particulier les territoires les plus enclavés, je pense en Guyane en particulièrement, des problématiques effectivement d'accès au traitement, mais aussi des problématiques d'allongement du délai d'accès à l'aide médicale d'État. Des personnes qui avaient besoin de soins devaient attendre 3 mois pour pouvoir y avoir accès. Vous savez que de nombreux reports de rendez-vous médicaux ont eu lieu pendant de longs mois. Évidemment, on ne mesure pas pour l'impact, mais on pense en particulier aux personnes vivant avec le VIH, ayant de multiples comorbidités à suivre. Mais ce sont aussi, là, le report de ces rendez-vous ont posé un problème particulier pour les personnes nouvellement diagnostiquées, qui ont certes bénéficié d'une première consultation, mais cette première consultation n'était pas suivie d'une consultation qui a lieu d'ordinaire assez rapidement après la première, après la primo-prescription, et ceci a, semble-t-il, eu un impact considérable sur l'adhésion au traitement pour ces personnes. Alors, promiscuité ou isolement, je se réfère là évidemment à aux situations de logement des personnes. Promiscuité d'un côté des personnes logées chez des parents ou des connaissances, à 4, 5 ou 6 dans une chambre. Donc, outre l'angoisse évidemment du virus, dans ces conditions-là, il y a une angoisse, une peur se rajoute qui est celle de la durée de l'hébergement, évidemment, et à l'inverse, l'isolement très important des personnes qui ont été mises à l'abri par les associations à l'hôtel. Précarité accrue, évidemment sans revenus et avec l'arrêt de l'économie informelle, Julie en a parlé, une précarité très importante qui s'est fortement accentuée. Et aussi, on a pu voir au cours du temps, je pense en particulier aux personnes sans papier qui pouvaient être hébergées, aidées dans des réseaux un peu intracommunautaires. On a quand même observé au cours du temps, évidemment, un affaiblissement de l'aide intracommunautaire pour ces personnes. Enfin, la désinformation, sont tout simplement les nombreuses fake news qui ont circulé et qui ont un impact assez important sur certaines populations dont la littératie en santé était assez faible. L'idée, par exemple, que les ARV protègent de la Covid était une idée très répandue. Diapo suivante. Alors, dans cette situation donc de gestion de la crise sanitaire qui semble aveugle aux inégalités, c'est-à-dire des aides de l'État qui ont bénéficié aux personnes insérées, et une prise en compte assez tardive de la situation des personnes sans domicile ou vivant de l'économie informelle, à titre d'exemple, il a fallu attendre plus d'1 mois avant que la mairie de Marseille installe des douches mobiles pour les personnes sans abri. Dans ce contexte donc, évidemment, on ne peut que souligner la très forte réactivité, notamment les toutes premières semaines, là où de nombreux guichets publics étaient fermés, des associations
D'abord, elles ont toutes pris contact avec les personnes suivies pour organiser évidemment la réponse aux besoins. Elles ont effectué de nombreuses mises à l'abri, beaucoup de distributions alimentaires, Julie en a parlé, beaucoup d'aides financières, mais aussi, par exemple, la traduction et l'envoi ou le dépôt à domicile d'attestations de sortie, d'ordonnances, etc. Une activité de plaidoyer très importante, je pense notamment évidemment à l'OIP, mais aussi à la Fédération Parapluie Rouge pour les travailleurs et les travailleuses du sexe. Une très grande réactivité des bailleurs et fondations privées, il faut le souligner, en particulier pour soutenir les plus précaires. La Fondation France a immédiatement mis en place un appel à projets qui a permis aux associations de répondre aux besoins vitaux. On a observé, ça a été aussi évoqué, de nouveaux partenariats, à la fois entre associations VIH, je pense par exemple à l'association entre Basiliade, le Bus des femmes, Décile-moi un mouton, qui ont distribué ensemble des milliers de repas, aussi des collaborations évidemment avec les associations dans le champ de la précarité, Croix-Rouge, Restos du Cœur, Secours Populaire, etc. Mais aussi des collaborations plus inédites. Je pense là à l'association Marie-Madeleine, qui est une association communautaire de femmes africaines vivant avec le VIH, située à Versailles. Et par exemple, avec l'intermédiaire du diocèse de Versailles, eh bien, l'association a noué un partenariat avec différentes grandes écoles de commerce, d'ingénieurs. Et aujourd'hui encore, ces étudiants livrent des repas au domicile de personnes extrêmement précaires et très isolées, mais aussi leur donnent des cours d'introduction aux outils informatiques et numériques, ou tout simplement leur tiennent compagnie, comme je vous le disais, aujourd'hui encore. Il faut aussi noter la très grande capacité d'adaptation des activités. Alors, de multiples initiatives, dans un premier temps, tout simplement pour garder le lien et rompre l'isolement, SMS, Internet, téléphone ont aidé à cela. La mise en place de groupes de parole, d'ateliers à distance, notamment d'ETP et d'observance, mais aussi la livraison des ARV dans les zones reculées de Guyane par l'association ADER, par exemple. L'accompagnement juridique et administratif a beaucoup été fait à distance, et je crois même que ARCAT a diffusé des vidéos en ligne sur les démarches administratives. Le soutien psy à distance a été massif, ou d'écoute, psy professionnelle, mais aussi d'écoute de la part des associations. Des initiatives incroyables, je pense à celle de Basiliade en matière de vigilance vis-à-vis des violences intrafamiliales. Basiliade contactait régulièrement ses usagers pour faire un état des besoins, et ils s'étaient accordés avec certaines femmes. Ils avaient convenu d'un code, et lorsqu'ils appelaient ces femmes, eh bien, si la personne, je crois que le code était je n'ai plus de serviette hygiénique, dès lors qu'une femme énonçait cette phrase, alors Basiliade prenait immédiatement contact avec la police pour leur demander d'intervenir au domicile. Cela signifiait, le code signifiait qu'elles étaient en grand danger de violence conjugale. Voilà, de la diffusion d'informations adaptées aux différents publics pour lutter contre les fake news. Je pense aux actions d'Afrique Avenir, par exemple, en ce sens. Mais aussi, désolé, il va falloir penser à conclure. Merci. Merci. Ok. J'arrêterai là. De nombreuses initiatives également en matière de prévention. On voit de distribution de kits, mais aussi sur TikTok pour s'intéresser aux jeunes. Autrement dit, et pour conclure, voilà, on voit que les associations sont agiles, réactives, extrêmement efficaces au regard d'une gestion de crise qui les a jusque-là totalement ignorées, et plus largement la société civile. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sandrine. Du coup, on va pouvoir reprendre avec le docteur Djebar de 6 associations. Si c'est bon pour lancer la présentation. Donc, en attendant, je vous représente le docteur Djebar, qui est donc coordinatrice médicale à 6 associations. Association qui intervient depuis plus de 30 ans dans l'aide à distance sur le VIH, les hépatites, les IST, les discriminations et la santé sexuelle en général. Et donc, le docteur Djebar va maintenant lancer sa présentation. Merci beaucoup. Merci Cédric, et désolé pour ce contretemps. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des appels spécifiques des personnes infectées par le VIH sur la COVID-19 sur les dispositifs de 6 associations. Et la diapo suivante, je parle
Je parlerai donc de ces différences, mais avant de parler des différences, je vous parle de l'expérience de nos écoutants. En effet, à 6 associations, certains écoutants sont là depuis très très longtemps et ont pris en charge les premiers appels sur l'infection VIH. Ils ont répondu aux premiers appelants sur les questions de l'infection par le VIH et nous avons voulu donc voir auprès d'eux s'il y avait des similitudes, des différences entre ces deux infections. Diapo suivante. SIDA-Infoservices, aux 6 associations actuellement, a répondu sur la COVID-19 parce qu'elle a été sollicitée par la DGS pour prendre en renfort du numéro vert les appels sur la COVID. Le dispositif Écoute Santé de 6 associations a été activé le 8 avril 2020, mais ce qu'on a remarqué, c'est que bien en amont de cette activation, les personnes vivant avec le VIH avaient identifié SIDA-Infoservices comme étant une ressource pour répondre à leurs préoccupations sur la COVID. Et donc, le premier appel décroché sur le dispositif date du 26 janvier. Diapo suivante. Sur 6 associations, les écoutants ont traité en 2020 un peu plus de 91 000 sollicitations, dont près de 5 500 étaient en relation avec la COVID-19. Sur ces appels en relation avec la COVID-19, 65% des appels provenaient ou arrivaient sur la ligne dédiée Écoute Santé Covid, mais il faut remarquer que plus du tiers continuait à arriver directement sur les dispositifs historiques de 6 associations, et en particulier émanant des personnes vivant avec le VIH. Ainsi, 84% de ces personnes ont contacté SIDA-Infoservices directement, et donc ils ont trouvé dans la ligne une interface entre leur pathologie, leur questionnement et le système de soins qui était alors monopolisé par la crise. Diapo suivante. Quels sont les retours des écoutants? Similitudes, différences. Diapo suivante. Ils ont trouvé des similitudes au sujet des thèmes abordés, mais ils ont été abordés différemment en fonction de l'infection. Ainsi, on a retrouvé la notion de la peur et de la peur de la mort. C'était une peur diffuse pour la COVID-19. En tout cas, c'était une peur diffuse qui concernait tout le monde. Et pour se protéger, a nécessité une désinfection, voire un confinement. Quant au VIH, diapo suivante. La peur pour le VIH, c'était la peur d'être contaminé, et cette peur ou cette contamination évoquait la propre finitude de la personne qui attendait ses résultats, qui a pris un risque, et la peur d'être rejeté de tous. Ainsi, le recours aux proches était entravé non pas par une décision d'État, mais par soi-même ou par la société, avec un sentiment de fatalité. Diapo suivante. On retrouve également l'angoisse. Pour la COVID-19, l'angoisse était liée à des troubles anxieux généralisés, à une peur et une angoisse diffuse, des phobies du virus, une tentative de se protéger de tous et de toutes. Alors que pour les VIH, c'était des attentes angoissées de résultats, un effondrement massif devant la mort annoncée, mais l'angoisse était liée à des risques réels, à des risques qui étaient des risques sexuels pour la majorité. Diapo suivante. Nos écoutants ont remarqué également une différence fondamentale. Au début de l'épidémie de COVID-19, nous avons eu très peu de sollicitations de personnes malades ou ayant perdu un proche, contrairement aux premiers appels du VIH, où les personnes qui nous appelaient étaient des personnes qui venaient de découvrir leur séropositivité ou qui venaient de découvrir la séropositivité d'un proche et qui étaient anéantis par la nouvelle. Diapo suivante. Les points communs, ils les ont trouvés dans l'espace qu'a offert SIDA-Infoservices aux personnes qui nous ont appelés ou aux personnes infectées par le VIH, un espace d'information et d'écoute, un espace pour exprimer sa voix, sa détresse et même son agressivité très souvent, pour poser ses questions sans jugement, même les plus irrationnels, et pour acquérir une information fiable. Diapo suivante. Les sollicitations, les spécificités des sollicitations des personnes VIH.
Diapo suivante. Le thème, alors que le thème le plus abordé par les non-PVVIH était d'ordre psychologique dans plus de la moitié des cas. Pour les PVVIH, les questions étaient plus pratiques, tournées autour du traitement, de la poursuite des soins, de la vaccination, de l'interaction entre Covid-19, du secret médical qui a été beaucoup discuté pendant cette période. Donc, tous ces thèmes ont été au cœur de leur interrogation et au cœur des échanges avec les écoutants. Diapo suivante. Ainsi, la prise en charge thérapeutique, et c'est ce qu'on vient d'entendre pour le cas des travailleurs du sexe, la prise en charge thérapeutique des PVVIH s'est vue compromise par les périodes de confinement, par les restrictions de déplacement imposées par ces périodes et par les angoisses liées au confinement. Certaines personnes nous ont rapporté des ruptures de suivi parce qu'ils n'arrivaient pas à joindre le service référent, mais également certains ne se sont pas rendus d'eux-mêmes à leur consultation en raison d'une angoisse de sortir de chez eux. Diapo suivante. Cette difficulté de prise en charge a été également rapportée par des personnes nouvellement dépistées pour le VIH et qui n'arrivaient pas à avoir accès à une consultation spécialisée. Ainsi, le témoignage de cet homme qui appelle pour un ami qui vient de découvrir sa séropositivité et à défaut de pouvoir consulter un spécialiste, il s'est rendu aux urgences. Bien sûr, il a été refoulé. Ou cette dame qui appelle pour son garçon de 21 ans qui vient de découvrir sa séropositivité et elle cherche un service hospitalier qui puisse le prendre rapidement en consultation. Diapo suivante. Mais cette rupture de soins, malheureusement, continue pour certains jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes qui n'arrivent toujours pas à revenir dans le système de soins par crainte, par angoisse. Et je vous rapporte le témoignage de cette personne âgée, une dame, qui dit que ça fait 1 an et demi qu'elle n'a plus aucun suivi parce qu'elle a peur d'aller à l'hôpital. Diapo suivante. Les questionnements autour du traitement étaient très divers, très nombreuses. Tout d'abord, les PPVIH sont questionnés sur une possible protection des ARV contre la Covid. Ensuite est apparue une inquiétude vis-à-vis d'une possible rupture des ARV en cas de leur utilisation comme traitement de la Covid-19. Les PPVIH s'inquiétaient et se demandaient s'ils allaient toujours trouver leur traitement en pharmacie, si ce traitement était utilisé à large échelle. Diapo suivante. Certaines personnes ne prenaient plus leur traitement parce qu'elles étaient en rupture de soins, parce que le médecin était joignable et donc une ordonnance qui était périmée. Donc ceux-là, on les orientait sur les pharmaciens sans difficulté. Ils obtenaient leur traitement. Diapo suivante. Pour d'autres, c'était beaucoup plus complexe parce qu'ils étaient en rupture des soins parce que étrangers bloqués en France ou alors français bloqués à l'étranger. Et donc, je vous ai rapporté le témoignage de ce jeune homme italien ou de cette dame du Kenya qui était prête à acheter son traitement mais ne savait pas comment faire. Diapo suivante, où ce témoignage d'une jeune femme concernant son père bloqué en Tunisie et qui nous a posé la question à savoir est-ce qu'il peut prendre un traitement sur 2 comme solution à sa difficulté d'accès au traitement. Diapo suivante. Pour la vaccination, les premières questions révélaient l'inquiétude des personnes infectées par le VIH de ne pas avoir été considérées comme prioritaires. Puis ensuite, les interrogations ont tourné sur des questions très pratiques, les interactions, un vaccin spécifique pour les PVVIH et des questions pour avoir l'avis des écoutants, est-ce qu'on se vaccine ou pas, parce que certains médecins traitants déconseillaient la vaccination. Diapo suivante. Voilà, le secret médical a été très débattu, bizarrement, très débattu, et c'était pour les personnes qui étaient en arrêt maladie. Elles s'inquiétaient de voir si leur employeur allait deviner qu'elles étaient infectées par le VIH. Diapo suivante.
Et pour finir, un sentiment d'injustice qui s'est développé suite à la rapidité avec laquelle on a découvert l'agent causal dans la COVID-19 et la mise au point d'un vaccin. Donc, ce sentiment a favorisé des ressentis et un sentiment que d'une recherche à deux vitesses où les PVVIH avaient une moindre place. Diapo suivante, donc c'est une dame séropositive qui se demandait ce que les laboratoires cherchent vraiment. Diapo suivante. Et je finis sur un point positif. Certains PVVIH sont plus optimistes et confiants et espèrent que grâce à la meilleure connaissance des vaccins ARN, on avancera sur la découverte d'un vaccin contre le VIH. Merci pour votre attention et j'espère, Cédric, que j'ai bien été dans les temps. C'était parfait, Radia. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Juste avant de passer la parole à notre prochaine intervenante, je vous rappelle que pour poser vos questions, vous pouvez le faire d'ores et déjà, là, maintenant, tout de suite, en cliquant sur le petit onglet Q et R qui se trouve normalement en bas vers la droite de votre écran. Et comme ça, on collecte les questions qui seront posées donc, suite aux deux dernières présentations. Et donc, on va continuer avec le docteur Rosemarie Drespira, qui est médecin épidémiologiste. Elle est directrice adjointe d'EPIFAR, donc le groupement d'intérêt scientifique créé en 2018, par la CNAM et la NSM pour réaliser des études de pharmacoépidémiologie à partir des données du fameux SNDS, le Système national des données de santé. Le docteur Drespira est également ancienne chercheuse à l'INSERM dans le domaine du VIH. Docteur Drespira, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que ça marche. Ça fonctionne à merveille. Super. Donc, merci pour cette introduction. Donc, je vais vous présenter les chiffres que nous avons sortis pour décrire l'utilisation des antirétroviraux et de la PrEP et les recours au dépistage du VIH à l'échelle nationale en France depuis le début de l'épidémie de Covid. Alors, l'équipe d'EPIFAR a, depuis le début de l'épidémie, mis en place un suivi de l'utilisation des médicaments dans la population française. Et ces travaux ont mis en évidence un impact majeur de l'épidémie elle-même, mais aussi de ses conséquences, notamment en termes de restrictions sanitaires ou encore de difficultés d'accès aux soins sur l'utilisation des médicaments au niveau de la population générale française, avec en particulier des éléments très marquants dans ce qui concerne l'utilisation des psychotropes, avec une très nette augmentation de l'utilisation des antidépresseurs, des anxiolytiques ou encore des hypnotiques qui témoignent des problèmes de santé mentale qui se sont beaucoup accentués pendant l'épidémie et qui ont bien sûr ont été rapportés par beaucoup d'autres à partir d'enquêtes en population. Également une augmentation plus récente en ce qui concerne les traitements de certaines maladies chroniques, en particulier des pathologies cardiovasculaires qui pourraient dénoter des effets délétères, des mesures, notamment des mesures de confinement sur les modes d'alimentation ou encore sur la baisse d'activité physique sur la santé cardiovasculaire en France. Des modifications aussi très importantes sur l'utilisation des médicaments à visée préventive ou diagnostique, notamment en termes de vaccination des petits-enfants et des nourrissons, ou encore de produits qui sont destinés aux actes de diagnostic médical, notamment les coloscopies ou encore les scanners ou les IRM, ce qui pourrait dénoter d'un retard dans le diagnostic de certaines pathologies graves. Et enfin, des énormes baisses, des effondrements dans l'utilisation des antibiotiques, des corticoïdes oraux ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, probablement en lien avec le fait que, mis à part
le coronavirus, il y a eu une très forte diminution des agents infectieux au cours de l'épidémie, notamment du fait de l'utilisation des masques et de la distanciation sociale. Donc ça, c'est ce qui a été observé en population générale et en plus de ce constat très général, on s'est posé la question de savoir ce qu'il en était concernant l'utilisation des antirétroviraux, qu'il s'agisse du traitement antirétroviral des personnes antérieurement traitées pour le VIH, ou encore l'utilisation de la PrEP, ainsi que les recours au dépistage du VIH. Donc, nous avons travaillé sur des données qui portent sur l'ensemble de la population générale. Ce sont les données du Système national des données de santé qui regroupent les données de remboursement par l'assurance maladie et qui concernent tous les médicaments qui sont délivrés sur ordonnance en pharmacie de ville, et également pour les tests VIH, les actes de biologie prescrits qui ont été réalisés en ambulatoire, donc pas parmi les personnes hospitalisées. Donc, nous nous sommes intéressés aux délivrances d'antirétroviraux en association, aux délivrances de PrEP, donc le Truvada ou un de ces génériques seuls, et enfin le nombre de sérologies VIH qui ont été réalisées dans des laboratoires de ville. Pour chacun de ces indicateurs, nous avons quantifié le nombre de consommants, c'est-à-dire le nombre de personnes qui avaient eu au moins un remboursement pour chacun de ces indicateurs, et ce, par période de 15 jours depuis début 2020. Et puis, nous avons comparé le nombre observé de consommants au nombre qui aurait été attendu en faisant l'hypothèse que l'évolution des chiffres se serait poursuivie à partir de, enfin, que les chiffres qu'on avait observés en 2018 et 2009 se seraient poursuivis, et donc à partir de ça, on a pu calculer un nombre attendu en 2020 puis en 2021. Et donc, on a comparé ce nombre observé au nombre attendu estimé, et ce, encore une fois, par période de 15 jours depuis le début de l'épidémie, donc depuis mars 2020, et les chiffres que je vais vous présenter portent sur le suivi jusqu'à la fin du mois d'avril 2021, donc pendant un peu plus d'une année. Alors, sur cette figure, ce que vous voyez, c'est le nombre de délivrances d'antirétroviraux en association, donc à l'échelle de l'ensemble de la population générale, par période de 15 jours, avec en rouge, c'est la courbe qui correspond au nombre observé de délivrances sur toute l'année 2020, par quinzaine, et en bleu, au-dessus, c'est l'année 2021. En jaune, c'est l'année 2018 et en vert, l'année 2019. Donc, on voit qu'il y a une progression chaque année du nombre d'antirétroviraux qui sont délivrés, ce qui est et du coup, à partir de ces chiffres, on a pu estimer les nombres attendus, c'est ce qui apparaît en pointillé. Et donc en pointillé rouge, ce qu'on attendait en 2020 au vu des chiffres de 2018 et 2019. Et en pointillé bleu, ce qu'on attendait en 2021 sur la base des mêmes chiffres. Ce qui apparaît de façon très notable, c'est ce pic début 2020 qui correspond exactement à la période du début du premier confinement, donc en mars 2020. Et donc, on a une nette augmentation des délivrances, bien au-dessus de ce qui était attendu et bien au-dessus des chiffres du reste de l'année. Alors, ça correspond à une période très particulière où c'est ce qu'on a observé pour un très grand nombre de pathologies chroniques. Les gens qui avaient un traitement chronique, au moment du début du confinement, ont eu peur de manquer du médicament qu'ils prenaient, dont ils avaient besoin chaque jour, et donc ils ont été il y a eu un phénomène de stockage, en fait, ils ont été faire des réserves, comme on a pu faire, on a vu, les gens ont fait des réserves de denrées alimentaires, par exemple, et ben de la même façon, on a fait des réserves pour les traitements des pathologies chroniques. Et donc, ça a été un phénomène très ponctuel qui a été suivi très rapidement par une baisse
et en fait un retour à la normale. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur l'ensemble du reste de l'année 2020 et également le début de l'année 2021, en fait, on est à des niveaux de délivrance de traitements antirétroviraux qui sont très proches de l'attendu. Donc, on n'observe pas de déficit à l'échelle de l'ensemble de la population, de déficit d'accès au traitement antirétroviral pour les personnes qui étaient déjà traitées avant l'épidémie. Globalement, si on fait le calcul, on est donc très proche de l'attendu avec un nombre de délivrances sur l'ensemble de la période de mars 2020 à avril 2021 qui est un tout petit peu plus élevé, plus 3% par rapport à ce qu'on attendait, mais donc c'est à peu près ce qu'on attendait. Maintenant, pour ce qui concerne la PrEP, la situation est différente. Donc, c'est exactement le même principe, la figure que je vous présente là par rapport à ce que je vous avais présenté précédemment. Ce qu'on observe pour la PrEP, c'est au moment du premier confinement, mars-avril 2020, une très forte chute des délivrances de PrEP, moins 37%. Et puis, au décours du premier confinement, une remontée progressive des délivrances de PrEP, mais qui reste en deçà des chiffres qui étaient attendus, en faisant l'hypothèse que l'évolution des délivrances aurait dû poursuivre ce qui avait été observé en 2018 et 2019, c'est-à-dire une montée en charge progressive de l'utilisation de la PrEP. Et début 2020, on voit que ce décrochage entre l'observé et les chiffres observés et attendus se poursuit et même s'accentue par rapport à fin 2020. Et donc, sur les 4 premiers mois de l'année 2021, on a une différence entre le nombre observé et le nombre attendu de délivrance de PrEP qui atteint moins 32%. Sur l'ensemble de la période de mars 2020 à avril 2021, si on fait le calcul, on a une différence entre l'observé et l'attendu de 28%, donc 28% de moins de délivrance de PrEP par rapport à ce qui était attendu, et ça correspond à 77 000 délivrances de PrEP en moins. Alors, il y a par ailleurs d'autres travaux, notamment l'enquête ERAS, qui ont bien montré que pour les personnes qui utilisaient déjà la PrEP avant l'épidémie, il y a eu une diminution du nombre de délivrances, notamment pour les personnes qui utilisaient la PrEP à la demande, tout simplement parce que il y a eu, notamment au moment du premier confinement, une très, très importante diminution des occasions d'utiliser la PrEP, de l'exposition au risque. Donc, on s'est posé la question de savoir si finalement cette diminution qu'on observait était liée uniquement par cette diminution de quantité d'utilisation pour les personnes qui étaient déjà utilisatrices de PrEP avant l'épidémie, ou si également il y avait une baisse des initiations de la PrEP. Et donc, on s'est intéressé plus spécifiquement aux initiations. Pour ça, on a considéré comme initiateurs initiatrices toutes les personnes qui n'avaient pas eu de délivrance de PrEP dans l'année précédente. Et ce qu'on observe, c'est là encore des diminutions très marquées, avec au moment du premier confinement une diminution de l'utilisation des initiations de PrEP par rapport à ce qu'on attendait, qui atteint 53%. Et puis, un lent retour à une situation normale pendant l'été 2020. Et puis, à l'automne et à la fin de l'année de 2020, de nouveau, des initiations qui sont en baisse par rapport à ce qu'on attendait. Et cette situation se poursuit début 2021 avec, sur les 4 premiers mois de l'année 2021, des initiations de PrEP qui sont inférieures à ce qu'on attendait de 11%. Globalement, sur l'ensemble de la période… Il va falloir penser à conclure, le temps est écoulé.
pour laisser un peu de temps Ok, pour des je me questions à la dépêche. fin. Merci. Donc, au total, on a une baisse des initiations de PrEP par rapport à l'attendu qui atteint 17% sur l'ensemble de la période. Enfin, pour les sérologies VIH, on a là aussi un effondrement du nombre de tests VIH au cours du premier confinement qui atteint 45%. Et qui se poursuit avec une baisse qui est encore de l'ordre de 11% début 2021. Et au total, sur l'ensemble de la période depuis le début de l'épidémie, ce sont pratiquement 950 000 tests VIH en moins qui ont été réalisés par rapport à ce qui était attendu. Au total, ces chiffres montrent que l'épidémie permettent d'objectiver le fait que l'épidémie a profondément et durablement déstabilisé l'utilisation de la PrEP et le recours aux tests VIH en France, avec des conséquences potentiellement importantes et inquiétantes sur le niveau de couverture préventive pour les personnes exposées et sur le délai au diagnostic pour les personnes infectées. Je vous remercie, je suis désolée d'avoir dépassé le temps. Merci beaucoup. On va donc enchaîner rapidement sur la dernière intervention de ce matin qui nous est proposée par le professeur Yazdan Pana, qui dirige le service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat-Claude Bernard. Il est également professeur de médecine à l'Université Paris Diderot. Il est membre du Conseil scientifique sur la Covid-19, conseil scientifique créé l'année dernière par le président de la République. Et enfin, il est directeur de la nouvelle agence ANRS Maladies infectieuses émergentes. Professeur Yazdan Pana, je vous laisse projeter votre présentation. Oui, bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Donc, j'espère que… Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre invitation et pour votre présence là aujourd'hui pour m'écouter autour de finalement autant de Covid et quel impact sur la recherche de tous les commencements de la nouvelle agence, qui était aussi un des impacts finalement de la recherche, c'est la création le 1er janvier 2021 de l'agence autonome de l'INSERM sur le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose qui s'est élargie aux infections émergentes. Et ça, c'était vraiment une réponse à l'existence d'une meilleure coordination de la recherche dans le champ de l'infectieux et des émergences. Les missions de cette nouvelle agence sont l'animation, la coordination et l'évaluation et le financement. C'est très important, je voudrais insister là-dessus. Je prends 2 minutes de parenthèse pour vraiment dire que cette agence, ce n'est pas une agence de financement, c'est une agence d'animation, coordination et de financement, et c'est extrêmement important. Le périmètre, je vous l'ai dit, je ne reviens pas, avec vraiment un mot d'ordre, impulser et d'autre part, écouter. De dire que vraiment, l'idée, c'est de s'intéresser à tous les domaines scientifiques, de la recherche fondamentale à la santé publique, tous les champs thématiques, les vaccins, diagnostics, traitements, les aspects de sociaux et sociétaux, d'avoir, avec les maladies émergentes, une approche qui est One Health et de vraiment de plus en plus prendre en compte cette dimension de santé globale avec une recherche qui n'a pas de limite géographique ou de population. Vous dire que depuis le mois de janvier, l'agence a beaucoup évolué. On a changé, je ne vais pas détailler l'organigramme de l'agence. On est passé de 60 personnes à 120 personnes qui travaillent dans l'agence. C'est important parce que notre champ augmente, mais c'est important aussi parce qu'il faut qu'on fasse très attention de ne pas perdre ce côté familial. L'agence ANRS historique et le ANRS aujourd'hui est une agence de chercheurs pour les chercheurs et il est important de le garder. Ça, je l'ai mis, on fait de l'animation, de l'évaluation, des soutiens structurants et des appels à projets, des financements. On va continuer à le faire et ce qui est très important, c'est de dire que les associations et les partenaires de société civile sont impliqués dans l'ensemble de ces étapes-là. Dire qu'on va déménager,
à la fin de l'année, début de l'année prochaine, ici, qui est entre Paris 15e et ici, les Moulineaux. Alors ça, je vous ai présenté assez rapidement parce que c'était une des, finalement, même si on l'avait réclamé avant la crise, c'était quelque chose que la crise a amené. On a beaucoup parlé de budget, l'impact de cette agence. On a vraiment tout fait, mais on fera tout pour conserver, et on conservera le budget qui était alloué au VIH, hépatite et tuberculose, historiquement, qui était 40 millions, et on a pas mal avancé pour essayer d'avoir le budget sur le reste. Je suis beaucoup plus inquiet, et je vais vous montrer quelques chiffres, sur le fait que, s'agissant beaucoup des mêmes chercheurs qui travaillent sur le VIH, hépatite et les maladies émergentes, que finalement, il y ait moins de projets parce que c'est les mêmes chercheurs. Ce n'est pas parce qu'il y a moins d'argent, mais c'est parce que c'est les mêmes chercheurs. Et là, je voulais vous montrer un peu l'impact à court terme des projets déposés. Donc, à gauche, ici, vous avez les projets déposés. Et vous voyez qu'il y a une diminution du nombre de projets déposés. Là, c'est les allocations de recherche, ça augmente. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille, surtout qu'on a du boulot, je vais vous montrer après, pour essayer vraiment d'augmenter la recherche autour de VIH, hépatite, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Quand on regarde plus en détail par le CSS, donc Comité scientifique sectoriel, vous voyez que cette baisse, c'est plus important sur la recherche clinique que la recherche fondamentale, ou même la recherche en sciences sociales. Là, vous avez la recherche fondamentale VIH, recherche fondamentale hépatite. Il n'y a pas tellement de différence, mais vraiment beaucoup plus net sur la recherche clinique, et peut-être ça se comprend. Et vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille dans les prochains mois, surtout que, malheureusement, il y a un impact négatif sur le VIH. Alors, Rosemary l'a dit, alors du coup, je vais passer assez rapidement là-dessus, juste vous mettre quelques chiffres en plus. Quel a été l'impact de Covid sur le VIH? Pas de pénalisation de la prise en charge pour les patients déjà suivis, avec, vous voyez, malgré tout, en Île-de-France, un nombre de consultations qui est resté stable quand on considère la téléconsultation, un taux de médian des patients qui avaient des charges virales inférieures à 50, on a fait des enquêtes inter-Correvie, qui est bon. Par contre, il y a une baisse de la prise en charge de nouveaux patients de l'ordre de 37%, ce qui va un peu dans le sens de ce que Rosemary vous a présenté sur CNDS, qui montre qu'il y a un fort impact de confinement, et même après, ça a augmenté sur le dépistage. Donc, peut-être qu'il y a moins de gens qui sont venus vers les structures de soins pour se faire dépister. On le voit ça aussi, ça, Rosemary ne vous a pas présenté sur les Cégides, que ce soit en Île-de-France qu'en PACA, moins de sérologies réalisées, probablement beaucoup moins de dépistage communautaire, parce qu'il y a de nombreuses opérations qui étaient impossibles en raison de confinement. Moins d'initiation, ça, de PrEP, Rosemary vous a présenté. Donc, là, il y a un impact sur la recherche. Et il faut probablement, cette période, et je pense que VIH montre un peu ce qui s'est passé sur l'ensemble des maladies chroniques, hein, mais il faut que la recherche définisse à partir de là les stratégies à mettre en route pour essayer de rattraper ce retard qu'on a pris, pour essayer de nous montrer l'impact. Et c'est une recherche qu'il faut qu'on lance, qu'on a déjà lancée dans les mois à venir au niveau national, mais aussi au niveau international. Et c'est pour ça que je pense que les chercheurs de VIH, c'est important qu'ils puissent continuer à chercher autour de VIH, parce que nos objectifs ne sont pas encore atteints. Et à partir de là, garder le financement et surtout faire encore plus d'animation pour nous autour de la recherche sur le VIH. Il y a un certain nombre de sujets que vous avez depuis ce matin aussi signalés, c'est tout l'impact disproportionné de la crise sur les populations clés, les travailleurs des sexes, vous en avez parlé. Il y a une baisse des arrivées des étrangers, la situation des populations migrantes. Et du coup, là, je dirais, je voudrais finir un peu sur l'impact peut-être entre guillemets positif de la COVID sur la recherche. Je pense
que la Covid montre qu'il faut encore plus qu'on aille dans cette approche populationnelle, sur cette approche populationnelle et encore plus impliquer la communauté. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des associations pour dire pendant cette crise, avant cette crise, c'est que je pense que c'est important d'avoir une approche par maladie, mais il faut qu'on augmente et il faut qu'on renforce cette approche populationnelle. Et tout ce qu'on a dit depuis ce matin va dans ce sens-là. Cette crise a montré l'impact de la nouvelle technologie, la numérique, la télémédecine sur le dépistage, traitement, pour maintenir les gens dans le système de soins. Je pense que on a fait des bons énormes sur le plan réglementaire pendant cette crise et je pense qu'il faut vraiment continuer. Et enfin, en termes d'innovation, avec tout ce qui a été mis autour de Covid pendant cette crise et sur l'innovation pendant la crise, je pense que ça peut servir aussi, peut-être, même si ce n'est pas du tout la même maladie, au reste, donc à l'innovation autour de Covid. Et je pense que c'est important. On voit d'ailleurs qu'il y a des vaccins ARN, VIH qui sont en train d'être évalués. Ça ne veut pas dire que ça marche, mais au moins ça ouvre d'autres champs. Voilà un peu ce que je voulais dire autour de l'impact de Covid sur, d'une manière générale, le VIH, avec des signes d'alerte à court terme, mais aussi l'ouverture de nouvelles voies à long terme. Et je vous remercie. Merci à vous pour cette présentation et merci encore une fois d'avoir tenu le délai de 10 minutes. Du coup, on a terminé pour les interventions de ce matin. On a quelques questions qui ont été posées dans le Q&R. Donc, je vais vous les soumettre au fur et à mesure. D'abord, il y avait une toute première question, une petite question pour Sandrine Fournier sur ta présentation. À un moment, tu mentionnais, je crois, 8000 détenus libérés et une personne demande juste la confirmation parce qu'il y a eu un petit problème de son. Donc, c'est bien le chiffre? C'est bien 8000, oui. Ok, très bien. Merci Sandrine. Une question cette fois-ci pour le docteur Radia Djebar concernant Covid et VIH. Donc au début, une question posée par Axel Vanderper. Au début, donc il n'était pas clair. Là, attendez, je découvre la question en même temps. Sur le fait que les personnes vivant avec le VIH aient plus ou moins de risques de contracter le SARS-CoV-2 et donc plus ou moins de risques de développer une Covid sévère. Donc, effectivement, au début, ce n'était pas clair. Ensuite, fin 2020, il y a des premiers essais qui ont commencé à être publiés, qui ont été, semble-t-il, confirmés par l'OMS. Du coup, on voulait savoir comment est-ce que cette information un peu confuse a été traitée et comment améliorer, du coup, d'un point de vue communicationnel, la transparence sur ce genre de données. Donc, cette question s'adresse au docteur Radia Djebar. Oui, alors la confusion, en fait, a été très, très importante tout au long de cette pandémie, et en particulier à cause de l'intervention des médias de cette importance dans cette pathologie. Ce qui a été dit, nous, sur nos dispositifs, dès le début, on s'est appuyé sur des publications. Ce qui a été dit aux personnes qui nous appelaient, c'était par rapport à l'immunodépression. Les personnes infectées par le VIH qui avaient un bon taux de CD4 n'avaient pas plus de risques que les autres. Donc, c'est la réponse qu'on a faite. On essaie de déblayer, en fait, dans tout ce qui est publié, tout ce qui est dit, on essaie de trouver l'information juste qui est communiquée aux écoutants, et donc il la délivre. Les écoutants ont une formation très rapide parce que ce n'est pas leur champ d'action habituel. Leur champ d'action, c'est le soutien psychologique et le VIH et les IST. Mais ils ont une formation sur la Covid, et donc les informations, on les faisait arriver au fur et à mesure de leur arrivée et de leur publication. Donc nous, on a pris le parti de répondre aux personnes qui étaient infectées par le VIH par rapport à leur taux ou alors par rapport à leur immunité. Alors, comment améliorer? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment améliorer. L'amélioration, je pense, passe d'abord par... Nous, ce qu'on conseillait aux personnes qui nous appelaient, c'est d'arrêter de regarder la télévision, par exemple, parce que ça a prêté à confusion
il y avait des questions de l'angoisse, donc parce que certains appelaient, rappelaient pour les mêmes questions, et on leur conseillait de ne plus regarder la télévision. Je ne sais pas si c'est le moyen, mais en tous les cas, ça apporte un certain réconfort. Ça peut être un bon début, en effet. Merci beaucoup, Radia. Ensuite, une question pour le docteur Rosemarie Drespira concernant la mise en place du pass sanitaire. Est-ce que ça a éloigné des associations les personnes usagères de leur structure qui n'avaient pas de pass sanitaire? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. C'est une question de Guy Molinier d'Act Up Sud-Ouest. Je ne pense pas que ce soit pour moi cette question. En tout cas, je ne suis pas du tout en mesure compétente pour y répondre. Je pense que c'est plutôt destiné aux personnes des associations. Peut-être, oui, effectivement. Du coup, si quelqu'un veut répondre, peut-être Julie ou Sandrine, si vous avez des infos là-dessus. Moi, je n'ai pas assez de recul pour parler plus largement. Après, pour répondre à ta question, Guy, du coup, nous, clairement, on ne demande pas le pass sanitaire pour entrer dans les associations, donc je pense pas, j'espère pas que ça a éloigné des associations, ça a plutôt éloigné des services de santé voilà, et des institutions, mais j'espère pas des associations. Merci beaucoup. Question suivante de Christelle Détombe sur les délivrances de PrEP. Donc, cette fois-ci, je crois qu'on s'adresse bien au docteur Drespira. Est-ce que dans la délivrance de PrEP, vous comptez les boîtes de Truvada ou de générique, ou les deux? Alors, on prend en compte le Truvada et les génériques, bien sûr. Ce qu'on a compté là, ce n'est pas les boîtes de médicaments, c'est le nombre de personnes qui ont eu au moins une boîte. C'est-à-dire qu'une personne qui a eu plusieurs boîtes sur 15 jours, on ne la compte qu'une fois. D'accord, merci beaucoup. Et alors, une question complémentaire sur la baisse de délivrance de la PrEP, est-ce que ça pourrait être lié à la baisse des occasions et des prises de risques? Tout à fait, on voit bien les chiffres que j'ai montrés, ils montrent bien que la baisse qu'on observe, elle reflète probablement à la fois une baisse des initiations, mais aussi une baisse de l'utilisation parmi les personnes qui utilisaient déjà la PrEP, qui est probablement liée à une diminution de la fréquence de l'exposition au risque, et notamment parmi les personnes qui utilisent la PrEP à la demande, mécaniquement, on a une baisse de l'utilisation si les personnes sont moins exposées. Et probablement, il y a aussi eu des gens qui ont rapporté que les personnes qui utilisaient la PrEP en continu avant l'épidémie, il y en a un certain nombre qui sont passés à une utilisation à la demande du fait de la situation pendant l'épidémie. D'accord, merci. Professeur Yazdan-Pana, je crois que vous avez levé la main. Oui, mais justement sur ce point-là, ça veut dire que là, on montre, et grâce aux données de Rosemarie et SNDS, qu'il y a effectivement une baisse de dépistage, une baisse d'arrivée dans les services, une baisse de la prévention. Il faut faire très attention à comment on interprète ça, quoi. Malgré tout, sur la PrEP, sur l'étude ANRS prévenir, ils ont regardé les IST, qui nous permet quand même de regarder un peu ce qui se passe. Et en fait, autant pendant le premier confinement, il y avait une baisse très importante des IST, ensuite, ça a augmenté. Donc, probablement, cette baisse de la prévention n'est pas uniquement liée à une baisse de l'exposition. C'est probablement plus loin que ça, mais justement, c'est le genre de choses qu'il faut maintenant qu'on étudie de manière beaucoup plus précise. Tout à fait, merci beaucoup. Docteur Drespira, vous avez levé la main, c'est ça? Oui, je voulais juste compléter. En effet, voilà, c'est sur ça que je voulais terminer. C'est que ce que j'ai dit, c'est probablement vrai pour ce qui s'est passé pendant le premier confinement, mais on voit que la situation perdure bien au-delà et qu'on a encore une situation très dégradée début 2021, alors que c'est en effet extrêmement peu probable que cette très forte diminution de l'exposition au risque ait perduré sur une durée aussi longue.
Et donc, probablement qu'il y a une discordance entre le niveau d'utilisation de la PrEP et l'exposition au risque au fur et à mesure que la durée de l'épidémie augmente. D'accord, merci beaucoup. Tant que vous avez la parole, d'ailleurs, une question complémentaire concernant la délivrance de PrEP. À un moment, vous parlez de moins 77 000, je crois, délivrances de PrEP. Est-ce que ça veut dire… Pardon, je découvre la question en même temps. En termes de nombre de personnes sous PrEP, est-ce que vous savez combien ça représente du coup? Alors non, mais on est en train de préparer, on fait chaque année un rapport sur l'utilisation de la PrEP qui est beaucoup plus détaillé. Et là, on parle vraiment en termes de personnes. Et donc, ce rapport sortira pour la journée du 1er décembre avec les chiffres actualisés jusqu'à fin juin 2021. Et donc là, on aura les chiffres plus détaillés. Très bien, merci beaucoup. Ensuite, une question pour le professeur Yazdan Pana. Comment redonner envie aux chercheurs de revenir à la recherche VIH et hépatite? Vaste question. Alors, ça a été coupé. Comment redonner envie aux chercheurs de faire du VIH, c'est ça? De revenir, c'est ça, à la recherche VIH et hépatite. Ouais. Non, mais je pense que ce n'est pas ça exactement. C'est vraiment, je ne pense pas qu'ils n'ont pas envie, hein, mais là, la société a été pendant 1 an et demi, tous nous, hein, dans nos vies quotidiennes, dans nos vies personnelles, on a été confrontés à ça. Et il y a beaucoup d'infectiologues, de virologues qui travaillent dans le champ VIH et donc qui ont été confrontés. Et donc, simplement, ils se sont aussi, ils ont été dans une urgence de recherche autour de VIH. Et je pense que c'est le rôle de l'agence, justement, d'essayer, par l'animation, par des financements qui ne baissent pas et qui même augmentent, et meilleure coordination, amener les chercheurs à travailler. Et on voit avec ce qui se passe qu'au contraire, hein, on est loin de nos objectifs. Et par ailleurs, comme je l'ai dit à la fin, on voit aussi que cette crise amène de nouveaux outils pour lutter contre le VIH. Donc, je pense qu'on n'a pas tellement d'excuses et il faut que tous, on puisse faire des choses. Je pense que cette crise, et c'est pour ça que je finis comme ça, il y avait tellement de mauvaises choses, mais s'il y avait une bonne chose, c'est qu'il nous a donné des outils qu'on n'aurait même pas pu imaginer pour des problèmes réglementaires ou autres, qui peuvent nous servir maintenant pour lutter contre le VIH. D'accord, merci beaucoup. Question complémentaire du coup pour vous, professeur. Question posée par S. Balkan. Pour la recherche, ne faudrait-il pas mettre tout l'argent sur le vaccin? Je ne sais pas si ça concerne le vaccin Covid ou le vaccin VIH, peut-être les deux d'ailleurs. Alors, je suis désolé parce que de nouveau, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pouvez répéter la question? La question, c'est pour la recherche, ne faudrait-il pas mettre tout l'argent sur le vaccin? Mais la personne ne précise pas si c'est vaccin VIH ou vaccin Covid. Non, mais quel que soit, je pense que cette crise nous a bien montré que si on a le vaccin et si les gens n'acceptent pas de se faire vacciner, ça ne sert à rien, un vaccin. Donc, je pense que l'idée, et ça c'est quelque chose que le VIH nous a montré, hein, l'idée c'est que pour combattre une maladie, on a beaucoup d'outils et il faut utiliser l'ensemble des outils et ne pas simplement travailler sur un seul outil. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de continuer de travailler dans ce sens. D'autre part, il faut faire attention, ce n'est pas parce que… Peut-être aussi que la personne pose cette question parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur le vaccin Covid, on a trouvé, c'est des super vaccins, et il dit, mais si on fait la même chose sur le VIH, ce n'est pas dit du tout, hein, parce que ce n'est pas la même maladie, ce n'est pas le même virus, et donc je pense qu'il faut continuer à travailler, certes sur le vaccin avec beaucoup de moyens, mais il faut avoir une vision assez large. D'accord. Alors, il nous reste quelques questions et peu de temps, notamment des questions de Guy Molinier d'Aix-Sud-Ouest. Bon, là, ça s'adresse peut-être un petit peu à tout le monde, et notamment du côté des associations. Que pensez-vous du pass sanitaire en termes de santé publique? Et Guy précise que nous faisons nos permanences dans le centre LGBT, qui est un lieu géré par la municipalité, qui impose le pass sanitaire pour accéder au bâtiment, ce qui exclut de fait une partie de nos usagers. Qui veut répondre? Moi, je peux répondre, mais je partage les inquiétudes de Guy
sur le fait que c'est en effet un vrai problème, alors que déjà, on l'a dit, les personnes étaient déjà extrêmement précarisées. La crise sanitaire a extrêmement précarisé, paupérisé, complexifié les situations sanitaires et sociales des personnes. L'imposition du pass sanitaire pour rentrer, que ce soit à l'hôpital ou dans les lieux de permanence associative, quand c'est des lieux municipaux, comme c'est le cas d'Act Up Sud-Ouest, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui se rajoute à l'éloignement des personnes à l'accès aux droits, à l'accès aux soins, et c'est un vrai problème qui creuse les inégalités sociales de santé, c'est évident. C'est sûr. Sandrine ou Radia, vous voulez compléter ou... Non, alors on va passer... Moi, je n'ai pas plus de choses à dire. Ok. Je partage évidemment l'avis de Julie. Il faut veiller à pouvoir accueillir, en particulier les personnes les plus précaires. Je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit, mais je partage totalement son point de vue. Ok, merci beaucoup. Une question, pardon, Axel, Van der Per. A-t-on une idée du montant du budget de la recherche VIH en France comparé à d'autres pays riches en Europe, aux États-Unis par exemple? Est-ce qu'on est bien situé ou pas? Je pense que la question s'adresse essentiellement au professeur Yazdampanah. Alors, donc la question, c'est est-ce qu'en termes de financement, on est bien placé? C'est ça, par rapport aux autres pays riches. Bon, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de financement que les Américains, ça c'est certain, et les Anglais autour de la recherche, oui. Et donc, et je pense que, et c'est ce qu'on fait, il faut qu'on se batte pour essayer d'augmenter le financement. Nos objectifs, c'est il y a un financement historiquement autour de VIH, d'ailleurs, qui nous a permis de faire de la bonne recherche autour de VIH et des hépatites. Il faut les garder. Il faut essayer d'obtenir des financements fléchés autour des maladies émergentes. On a obtenu un certain nombre. Ce n'est pas le même niveau que les autres pays. Mais si déjà, notre objectif, c'est d'avoir 40 millions sur le VIH par an, et les hépatites, et 40 millions sur les maladies émergentes. Si déjà on a cet objectif, ce qui est moins important que les autres pays, ce serait déjà bien. Et c'est notre objectif. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On va conclure ici cette première table ronde. Et je voulais juste rajouter une précision qui a été ajoutée dans le fil de questions par Pascal Pugliese, qui dit que l'instruction ministérielle précise que dans le cas du dépistage ou de la vaccination, il n'y a pas de demande de passe sanitaire. C'est sur cette instruction qu'il faut s'appuyer. Voilà. Peut-être un élément à avoir en tête et à valoriser dans nos actions. Merci à toutes et à tous pour cette première table ronde. Merci aux spectateurs et spectatrices qui assistent donc à ces présentations. On fait maintenant une pause de 10 minutes et on reprend à 11h10 avec la prochaine table ronde qui sera animée, modérée par Mélanie Jodon, qui est co-coordinatrice du collectif TRT5 CHV. Donc on se retrouve à 11h10 très précisément. Merci beaucoup. Merci.